Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cage Control, l'émission qui contrôle l'actualité des sports de combat. Mais ici, tout peut vite partir hors de contrôle. Pour m'accompagner aujourd'hui pour cette troisième émission, j'ai la chance et l'opportunité d'avoir avec moi trois chroniqueurs qui sont aujourd'hui à mes côtés. Je vais commencer à ma droite avec Naël Guillemard. Comment tu vas ? Ça va super à toi. C'est une première pour toi dans les sports de combat aujourd'hui ? C'est une première, ouais. Bah écoute, je sens qu'on va se régaler. Théo Frisch aussi, comment tu vas mon ami ? Ça va super et toi ? Franchement, à merveille. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. On avait déjà travaillé ensemble sur la semaine des B1, B3 et là, merci d'être présent. Merci pour l'invitation. Et évidemment, mon boss, mon acolyte de tous les jours, Paul Vinel, comment tu vas, boss ? Écoute, parfaitement bien. Première dans Cage Control, c'est un vrai honneur et hâte de pouvoir discuter, échanger sur ce magnifique sport et sur ces magnifiques sports Tout à fait. de combat. Vu qu'évidemment, en ce moment, les sports de combat, on le voit en poupe, on le sait, surtout avec le MMA qui est en train de se hisser, non pas au rang du foot et du rugby, bien sûr, mais on voit que, vous savez, de vos amis, à mon avis, quasiment tout le monde regarde. Il y a un vrai attrait autour de ce sport en ce moment. C'est abusé, donc voilà, on va essayer de se mettre au niveau justement et d'en parler de façon factuelle et de débriefer l'actualité chargée des sports de combat. Donc aujourd'hui, on va parler de judo, de MMA ou encore de boxe. Donc c'est parti, jingle. Messieurs, pour commencer, évidemment, on va parler de l'actualité chaude dans le monde du MMA français, avec, à mon avis, ce qui est le plus grand exploit jamais réalisé par un Français à l'UFC. Paul, de qui parle-t-on et qu'est-ce qu'il a fait surtout ? Bien de Nassourdine Imavov, bien évidemment, qui a combattu contre Israël Adesanya dans le dernier UFC, en fait, numéroté. Et donc, on a vu très clairement qu'il l'a éteint. Voilà, on va pas se mentir, il a complètement éteint une légende de ce sport. On a vu quand même que le premier round était un petit peu en faveur d'Adesanya. On sentait une légère domination et puis dans le deuxième temps, c'est clairement le Français qui était au-dessus et une belle droite qui vient achever le Néo-Zélandais. Donc c'est une vraie victoire et puis ça montre aussi que la France évolue tout simplement dans ce sport. Et vous, messieurs, justement, Imavov, vous en pensiez quoi ? Est-ce que vous le connaissiez ? Vous le connaissiez parce que, en fait, c'est une personne qui se caractérise et qui se distingue par son travail et sa force dans la cage, mais en dehors, c'est plus compliqué. Donc, médiatiquement, je sais pas si vous l'aviez déjà vu, c'est le cas ou pas ? Non, moi personnellement, je l'ai vu que pour son combat. Et sinon, avant, inconnu. C'est intéressant. Et toi, Théo ? Moi, je connaissais deux noms, mais très vifs. J'ai jamais eu la chance de le voir combattre. Après, ce qu'il vient de faire, là, comme Paul l'a dit, c'est exceptionnel et je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus. Exactement, parce qu'à mon avis, il a explosé aux yeux du grand public. Et tout à fait. Par une victoire contre légende, justement. Donc, de qui parle-t-on ? Donc, qui l'a battu ? Israël Adesanya, bien sûr, vraie légende de ce sport. Et puis même Imavov, il devient un peu un prétendant en fait au titre. J'aimerais mal le voir contre Duplessis. Et donc je pense que ça peut être un vrai combat qui attend notre Français. Surtout que tu as vu, Duplessis a fait une vraie performance de champion ce week-end contre qui d'ailleurs ? Je crois que c'était Strickland. C'était Strickland, tout à fait, ouais. Mais t'as vu ça parce que Duplessis, il était complet, debout, il était parfait. Il a même pas eu à défendre le sol. Mais toi, justement, est-ce que tu préférais voir un combat entre Duplessis et Nassourdine Imavov, ou alors contre, vous savez, la bête Borz, Khamzat Chimaev, honnêtement ? Moi, j'aimerais bien le voir contre le Français. Okay. Ce serait intéressant déjà, même pour lui, de se tâter un petit peu dans le haut du classement. Il est monté assez rapidement et maintenant là il est numéro 1, t'as vu hein. Il faut confirmer et le plus dur c'est pas d'arriver en haut, c'est d'y rester. Tout à fait. Et donc là c'est un vrai combat qui pourrait tout simplement le propulser encore plus aux yeux des gens et même au sein de l'UFC. Mais justement quand t'as vu le combat dans le premier round, t'as pas eu un peu peur parce que comme t'as vu Adesanya il était bien dans son pied-point, il mettait des bons kicks. T'as pas fait un peu peur quand même au début ? En fait, Israël Adesanya, je pense qu'il joue énormément sur le premier round et je pense que ses adversaires ils le comprennent assez facilement dans le game plan. C'est-à-dire qu'on voit vraiment les qualités du kickboxer qu'est Israël Adesanya. Et donc je pense que le game plan d'Imavov c'était plus d'être dans la retenue. Et c'est pour ça d'ailleurs que le premier round est accordé à Adesanya. Ouais. Mais après voilà, Exactement. je pense qu'il s'épuise assez facilement et on sait qu'il est un peu plus vieux. Et donc ça a permis à Nassourdine de pouvoir développer complètement son jeu et c'est ça, je pense que c'était ça un peu la clé de la victoire tout simplement. Écoute, merci Paul, très intéressant. On rappelle que Nassourdine Imavov est désormais le numéro 1 de la catégorie des poids moyens, c'est un vrai exploit. On rappelle qu'il y a seulement Manon Fiorot et Cyril Gane qui ont déjà été en France numéro 1 de leur catégorie, qu'il est désormais sur 4 victoires d'affilée contre des membres du top 10, donc ce qui est quelque chose vraiment, je vous promets, d'exceptionnel, surtout qu'il l'a fait en moins de 12 mois quasiment. Donc rendez-vous compte de l'exploit sportif. Et désormais, alors pour être honnête,
Je pense que ils vont mettre Khamzat d'abord contre Duplessis parce que Je vous pense, savez ouais. Khamzat, vous le connaissez tout simplement. Ah oui, vous évidemment. connaissez. Ah, voilà, vous voyez, c'est une évidence. Tout le monde le connaît. Parce qu'il est vendeur. Il a pas ce trash talk, mais vous savez, ce côté fou, un peu le fou du bus. Ouais, un peu. c'est ça. Ouais, franchement, Et il puis- est terrifiant. Et puis honnêtement, je vous jure, je pense qu'il a l'un des meilleurs grappling, donc toutes les phases de sol qu'on ait jamais vu en MMA, vraiment. C'est ça, ouais. Donc en fait, Duplessis, ce qu'il faut pour lui, c'est passer le premier round, je vous jure, c'est vrai, c'est Ouais. survivre. Et après, il pourra développer son jeu et il gagne. Mais dans le premier round, vraiment, il va voir l'enfer, quoi. Je C'est pense, ouais. Comme Whittaker, En tout cas, d'ailleurs. je pense que là, on va vraiment rester réveillé toute la Ah, nuit. oui. Et je pense que là, il faudra pas dormir, il faudra être présent. Ah oui, donc 6h du matin, messieurs, prévoyez On sera votre branché. bon café, parce que là, je vous jure, c'est un combat à ne pas louper. D'ailleurs, on va avancer avec un autre combat où, à mon avis, toute la France sera réveillée. C'est en boxe anglaise cette fois-ci. Alors, on va pas mentir, on le connaissait pas non plus, un peu comme Nassourdine, mais il a choqué le monde. Là, je vous parle de boxe. C'est Bruno Suras. Bruno Suras qui a battu une véritable légende à venir, à mon avis, de la boxe anglaise. C'est Jaime Munguia. C'est donc un combattant qui nous vient du Mexique, que Bruno a battu sur ses terres au Mexique, rendez-vous compte, avec une foule évidemment hostile. Eh bien, il a mis KO, donc le numéro 2 de sa catégorie des poids moyens dans la 6e reprise. Et je vous jure, personne ne s'y attendait. Normalement, c'était presque un faire-valoir Bruno dans ce combat. Donc, Super Brunello a réalisé un des plus grands exploits de la boxe anglaise en France. Désormais, la revanche est programmée. Elle était dans la clause du contrat. Elle sera prévue sur la même carte que Canelo Alvarez. Donc, je pense que ça vous dit quelque chose. Ouais, de Et nom, Canelo, véritable légende actuelle de la boxe anglaise, qui vraiment est avec, à mon avis, Terence Crawford, les deux plus grosses figures actuelles, avec un autre combattant. On va parler après en boxe anglaise. Mais donc voilà, pour l'autre français, c'est une opportunité incroyable de se montrer à nouveau aux yeux du monde sur la même carte que Canelo en co-main event d'un événement de boxe qui aura lieu à Riyad, l'Arabie Saoudite, qui est clairement désormais une terre de combat. Et vous savez, une terre de soft power pour eux. Ouais. Ça leur permet de se mettre en lumière. Donc est-ce que déjà, honnêtement, est-ce que vous connaissiez Bruno Suras avant ce combat, messieurs? Absolument pas. Pour ma part, On va pas mentir, à même de nom, moi. Ouais. Je vais être très Jamais honnête, je vais entendu. partager l'avis de mes compères, je le connaissais Parce pas que du tout. même, honnête, la boxe anglaise, en ce moment, Bah, ça c'est pas comme avant. C'est plus comme avant et puis ça a tombe moins pas la dans le cote, fil, on va voilà. dire. On perd un petit peu l'attrait en fait pour ce sport au profit des sports de combat comme le MMA notamment, même l'UFC. Même les autres compétitions en Même en le lien PFL, hein, ouais, maintenant, c'est ça, voilà. le Ouais. PFL, etc. Le KSW aussi. Et je pense qu'il faudrait redonner peut-être un élan à cette pratique-là en fait. Et justement, c'est qui la dernière grosse figure de boxe anglaise qui vous a marqué? Est-ce que c'est Tony Yoka ou à l'inverse, rien à voir, un boxeur international? Parce que justement, ce qui manque aussi en France, à mon avis, c'est un boxeur qui, vous savez, qui attire les foules et qui nous emmène avec lui. C'est peut-être le cas un peu de Bakary Samaké, mais je pense pas encore assez, vu que déjà, il faut on va dire que sur la communication, il a pas encore emmené, je sais pas, par exemple, mon papa ou quoi, des gens qui veulent juste voir des gros combats, des gros combattants et aussi des figures. Mais vous, messieurs, c'est qui la dernière grosse figure de boxe anglaise que vous appréciez? moi, c'est Vous vrai êtes que en France, à part Tony Yoka et que ça commence à dater, Ouais. moi je pense qu'il n'y a pas eu de grande figure française depuis. En tout cas, ça m'a pas marqué. Donc c'est-à-dire qu'on parle de 2014. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est Ça que remonte. récemment, en fait, il y a pas en France, en tout cas, il n'y a pas de gros noms qui donnent envie, je pense, au public de regarder. Et c'est peut-être pour ça que la boxe anglaise, elle se perd peut-être un petit peu en France. Puis Intéressant. Tony Yoka, je pense que c'est quelqu'un qui a aussi bien réussi à gérer sa com. Hmm. Il n'a pas eu forcément des performances Bah, assez incroyables, du Là- moins sur la fin. Ouais, c'est vrai, mais là Et- il s'est relancé vraiment, c'est vrai. Discrètement, là il a gagné à Londres, mais c'était même pas diffusé. Ouais, Mais c'est quand ça. on parle de combat sur Canal+, il est resté sur 2 défaites d'affilée face à Riyad Mehri et même la dernière où vraiment c'était dur à voir. Et mais c'est vrai que on a un peu quitté le train, Tony Yoka, à vrai Mais dire. c'est ça en fait. Et je pense qu'il va y avoir un nouvel élan de jeunes. Et on espère qu'ils vont pouvoir briller aussi dans ce sport et redonner un peu de lumière à cette pratique. Voilà, ces 2 défaites contre Carlos Takam et contre Riyad Mehri qui ont fait un peu que tout le monde a un peu quitté le train. Exactement. Donc voilà, on va avancer désormais dans le débat. On va parler évidemment d'un autre sport qui nous tient à cœur, qui évidemment dans les sports de combat en France, une véritable institution. C'est évidemment de judo, avec une petite vidéo d'abord pour présenter notre sujet qui va arriver dans quelques instants. Est-ce que tu peux me raconter un peu le souvenir que tu as quand tu mets à terre ton adversaire Abbé qui était jusque-là quasiment invaincu? C'était exceptionnel? Ah ouais, c'était exceptionnel, surtout que c'était à Paris et que le public il était fou et du coup j'ai ressenti toute l'énergie que le public m'a envoyée et du coup bien sûr c'était un moment incroyable.
Et maintenant, on le sait, tu vas arriver en pleine forme au JO de LA en 2028, à maturité. Pour toi, c'est l'objectif clair, mais entre-temps, tu as notamment le Grand Slam de Paris. C'est ça ton objectif en tête ? L'objectif vraiment en tête, c'est les championnats du monde 2025. Et après, le Grand Slam de Paris, c'est une compétition aussi qui me tient à cœur, là où je vais un peu faire des réglages, on va dire. Vous l'avez reconnu, c'est sans doute le rookie de l'année en judo en France. C'est évidemment Joanne Benjamin Gaba, avec qui on a pu échanger avec Paul à l'occasion. Exactement, à l'occasion des Sportel Awards de Monaco. Voilà. Chic personne, très honnêtement. Franchement. Très proche aussi des jeunes. Donc franchement, c'est une très belle personne. Et on voit que dans l'extrait, il nous parle justement d'une compétition internationale qui nous tient à cœur de suivre chaque année. C'est le Grand Slam de Paris, auquel malheureusement il n'a pas pu participer, c'est bien ça ? Et oui, en effet, pour des raisons de préparation, il n'a pas pu se présenter au Paris Grand Slam 2025. Mais le Paris Grand Slam 2025, donc, qui s'est déroulé le 1er et le 2e février 2025, a encore une fois tenu toutes ses promesses. La compétition qui fait partie du circuit mondial de judo. Donc cette année, ce sont près de 300 judokas de 50 pays différents qui se sont affrontés. Donc voilà, c'est une occasion pour se régler, comme il l'a dit, pour les championnats du monde qui arrivent en Hongrie en 2025. Et donc en tête d'affiche pour les Français, évidemment, il y avait quand même des médaillés au JO de Paris, comme Chirine Boukli, ainsi que Maxime Gaël Ngaya Pambou. Mais malheureusement, il y avait quand même pas mal de forfaits, comme tu l'as dit, Joanne Benjamin Gaba, ainsi que, bien sûr, le quintuple champion olympique, Teddy Riner. Ah, le GOAT, la légende qui n'était malheureusement pas présent, mais il me semble qu'en plus, il a fait un discours, il a fait une petite apparition. Ça consistait en quoi d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Donc en gros, il a dit que voilà, forcément, il voulait aussi parler du budget pour le sport, etc. Okay. Et donc voilà, il a dit qu'il reviendrait plus fort, qui commencerait à revenir, voilà, il veut se préparer pour surtout les JO, il a les JO en tête. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup parlé des championnats du monde, mais parce que l'objectif est clair pour lui, c'est 2028. Donc dans le viseur évidemment les JO de LA en 2028, mais pour revenir au Grand Slam de Paris, quel est le bilan des Français dans la compétition ? Eh bien les Français ont encore brillé, en effet, ils sont arrivés premiers en termes au total des médailles, 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 9 médailles de bronze. Donc c'est Romain Valadier-Picard, Martha Fawaz ainsi que Léa Fontaine qui ont remporté la médaille d'or. Chirine Boukli, elle, au terme d'une défaite en finale, une finale très intense, a remporté la médaille d'argent. Mais on note aussi l'excellente participation d'Enzo Jean, donc le judoka de 22 ans, c'était sa première participation. Et donc il a fait sensation en remportant la médaille de bronze contre le Belge Jor Verstraeten. Donc Jor Verstraeten, il était quand même médaillé de bronze européen en 2022. Donc évidemment, messieurs, le judo, de façon honnête, est-ce que vous, vraiment avec les JO, ça vous a réconcilié cet été, ou depuis toujours vous suivez ? Honnête. Franchement, je pense que les JO de cet été, ça a apporté un grand plus à ce sport. On a vu, il y a des gens qui regardaient jamais ça, ils se sont mis en millions devant leur télé pour regarder les exploits des Français. Et là, une fois de plus, je pense que l'Accor Arena de Paris a porté ses fruits avec le public français qui a sûrement dû pousser tous nos judokas français à décrocher autant de médailles. Et je pense que le judo prend de plus en plus d'ampleur, en tout cas en France, et c'est une bonne chose. Et toi, Paul, tu partages ta vie ? Moi, je vais rejoindre vraiment ce que dit Théo. C'est vraiment que on a vraiment mis un vrai coup de projecteur déjà à ce sport-là, qui avait déjà une belle ampleur, on va pas se mentir. De par Teddy Riner et puis les exploits aussi des autres judokas français, institutions, depuis déjà des générations. Mais oui, ça a donné un vrai coup de projecteur et c'est pas plus mal d'ailleurs parce qu'on excelle en plus dans cette pratique. Et d'ailleurs aussi sur le plan local avec le Judo Nice Métropole. Effectivement. Mais moi personnellement qui pratique du judo depuis que j'étais petit, forcément j'ai toujours suivi les grands champions, effectivement Teddy Riner logiquement. Et c'est vrai que depuis les JO de Paris, on sent vraiment, c'est super quoi, on sent vraiment un engouement. Qui se retranscrit, il me semble d'ailleurs dans les salles avec un vrai boom, il me semble, dans les inscriptions. Et c'est vrai qu'aussi en plus à Nice, je sais pas si vous savez, mais justement il y a le Nice Judo Métropole qui a pareil été champion de France l'année dernière en Judo Pro League, qui cette année il me semble s'est incliné dans le Final Four en demi-finale. Mais pareil, c'est-à-dire que même sur le plan local, ils ont vraiment, on a vraiment sur la Côte d'Azur un vivier de talent quoi. Mais c'est ça, et puis même on le voit de plus en plus aussi dans les médias, on en parle de plus en plus. Et moi, quand je suis arrivé à Nice, j'étais pas au courant que cette équipe-là de judo, elle était aussi forte. Et donc, c'est vraiment un vrai boom depuis les JO, je trouve.
Bah écoutez, Et surtout que oui, l'Accor Arena était quasiment pleine pour le Paris Grand Slam, quasiment 20 000 spectateurs pour derrière nos Français. Surtout que donc la compétition avait une petite spécialité. Elle était c'était des changements introduits par la Fédération internationale de judo au vu des Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc c'est des petites règles afin d'augmenter la vitesse et l'intensité des combats. Donc leur but c'est de le rendre plus spectaculaire au vu donc des Jeux Olympiques. Et donc bien qu'en effet certains combats soient plus rapides, j'avoue que l'impact réel des changements reste à voir au long terme. Donc, mais c'est-à-dire que t'as pas été séduit immédiatement par ces nouvelles règles? Bah, c'est-à-dire que c'est pas que j'ai pas été séduit, mais j'ai pas vu de réels grands changements. C'est-à-dire que les combats étaient un peu plus rapides, un peu plus intenses, c'est-à-dire que le jeu offensif a été plus encouragé. Maintenant, je me suis pas dit, ah ouais, il y a un avant-après, quoi. Et pour le Paris Grand Slam, justement, toi qui as bien suivi, est-ce que justement il y a une petite pépite française que le grand public doit suivre? Parce qu'on sait en plus maintenant que le judo est diffusé sur RMC Sport. Ils ont obtenu les droits il y a un mois. Est-ce que justement, pour ceux qui veulent suivre le judo français, il y a une pépite qu'on doit suivre? Pour moi, c'est celui dont j'ai parlé, Enzo Jean. 22 ans, le fait qu'il, pour une première participation, il arrive à battre un champion comme Verstraeten, et qui, surtout que je ne l'ai pas précisé, mais il l'a battu d'un hippon. Oh là là. Non, c'est vrai que le combat était impressionnant. Bon, à mon avis, cette émission va bien vieillir. Je sens que cette pépite, elle va nous faire rêver dans les années à venir. Ouais. Et évidemment, désormais, on va enchaîner pour parler d'un portrait d'un combattant, mais qui n'est pas, comme on pensait pas, combattant MMA. C'est un boxeur. Justement, Théo, de qui parle-t-on et pourquoi tu voulais lui faire un hommage aujourd'hui? C'est ça. Moi, je vais vous parler de John Cooney. Alors, malheureusement, c'est une nouvelle triste qui le concerne, parce qu'on a appris récemment sa mort suite à un combat. Mais donc, qui était-il et que lui est-il arrivé? Donc John Cooney, c'est un boxeur irlandais qui était âgé de 28 ans. Et donc je pense que vous ne connaissez pas avant que je vous en parle aujourd'hui, ou peut-être juste de nom très vite fait. Ouais. Pourtant, il était sur une série de 12 victoires d'affilée, dont 3 par KO et 8 par décision. Et le 1er février de cette année, il devait affronter le Gallois Nathan Howells pour défendre son titre de champion celte des super plumes. Donc un titre quand même assez prestigieux. Et cependant, il avait dû passer un an hors des rings après un combat en novembre 2023. Et il avait signé son retour en octobre 2024. Et donc là, en février, il devait affronter Nathan Howells, mais comme je vous l'ai dit, ça ne s'est pas bien passé. À la 9e reprise du combat, il a dû être arrêté et transféré à l'hôpital. Alors ce qu'on a su, c'est qu'il a été victime d'une hémorragie intercrânienne et que malheureusement ce combat, ce fut le dernier pour lui. Parce qu'une semaine après avoir été transféré à l'hôpital, il a été annoncé comme mort. Ce week-end, l'annonce samedi, donc juste une semaine après son combat. C'est son promoteur Mark Dunlop qui a annoncé la terrible nouvelle. Il a déclaré « C'est avec la plus grande tristesse que nous sommes contraints d'annoncer qu'après une semaine de lutte pour sa vie, Cooney est décédé. » Donc c'est un choc pour le monde des sports de combat et pour le monde du sport en général. Et dans cette tragédie, on est obligé de penser à ses proches, qui sont forcément très, très tristes, mais aussi à son adversaire, qui a dû subir un choc psychologique énorme. C'est quand même quelque chose d'horrible. De base, tu combats, tu fais ton sport, et là, tu te retrouves à tuer quelqu'un, involontairement évidemment, mais c'est quelque chose de très dur. Et sur les réseaux sociaux aussi, la mort de Cooney, elle a fortement affecté les fans qui ont évoqué en milliers leur tristesse. Mais Théo, avec cette histoire déchirante, ce que je me demande, c'est quelle leçon on peut tirer dans le monde des sports de combat de cette histoire terrible? Oui, effectivement, c'est une carrière prometteuse qui s'arrête bien trop tôt. Et je pense qu'il y a pas mal de leçons à retenir, surtout que c'est pas la première fois que ce genre d'événement ça arrive, malheureusement. Donc ça permet d'abord de rappeler la dangerosité et les risques des sports de combat et de la boxe anglaise, mais les risques post-traumatiques, ouais. Et c'est également aussi un moyen d'évoquer la violence qui est présente dans ces combats, même si ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport. Et je pense qu'il faut trouver les bons moyens pour éviter ces tragédies, pour pas qu'elles se multiplient, à l'image par exemple de l'instauration de la règle du chaos technique, qui pourrait éviter aux combattants de finir comme John Cooney, malheureusement. C'est marrant, parce que en fait, au final, la boxe anglaise, elle a plus de répercussions cérébrales que le MMA, parce que le fait d'être compté, c'est au final presque pire qu'un arrêt
en MMA suite à un chaos technique ou un ground and pound, parce que quand on se fait compter et qu'on repart, souvent on est déjà out et c'est souvent terrible. Mais là, c'est vrai que ton histoire, je pense que, messieurs, la vérité, personne n'en avait entendu parler. Non, c'est ça, ouais. Mais c'est un cas typique déchirant, quoi. C'est que John Cooney, personne le connaissait, mais c'est pas la première fois que ça arrive, et quand ça arrive, ça fait toujours froid dans le dos. Bah écoutez, on va essayer de faire une transition crédit, même si là, t'as un peu refroidi l'ambiance, c'est dur. Je suis désolé. C'est dur, mais j'avais quand même, par respect et aussi par une actualité que personne ne connaît, j'avais envie de vous parler d'une équipe de France, mais un peu méconnue avant qu'on passe au quiz. C'est l'équipe de France de MMA amateur. Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose? Non, pas vraiment. Honnêtement. Mais justement, je vous parle de personnes qui ont notre âge, je vous dire quasiment, qui sont peut-être qui travaillent, qui sont aussi en études pour certains, et qui à côté ont une carrière amateur justement de MMA de très haut niveau, et qui seront engagés à partir de ce vendredi dans les championnats d'Europe de MMA amateur à Belgrade en Serbie, pour donc cette compétition qui s'appelle les IMAF, dans lesquelles on fait plein de combats dans la semaine pour être champion, et surtout, vous imaginez, on a 15 jours de récupération entre chaque, et c'est donc un défi immense qu'on a déjà relevé, notamment en Ouzbékistan il y a 2 mois, une autre équipe tricolore avec il y a quand même un noyau qui est encore, mais certains sont passés professionnels, qui avait ramené 12 médailles, qui a ramené 8 médailles dont 2 d'or, donc un exploit monumental. Et là on sait que l'équipe de France, elle a un vrai vivier de talent, et elle va pouvoir une nouvelle fois aller et remporter à mon avis au moins, je vous jure, 50% de médailles, tellement nos amateurs et notre vivier de talent en France est exceptionnel. Moi je pense notamment à Alain Mandouzi qui avait affronté Paul Dena, peut-être que vous connaissez, et qui avait perdu la décision mais qui avait livré une vraie guerre, qui est un excellent grappleur. Notamment aussi aux 4 fantastiques venus de Nice qui sont Orges Bajrami, Kelim Mastouri ou les frères Théo Thomas Muris, ou encore à Lina Hamouche et plein de combattants justement qui ont quasiment notre âge, je vous jure, ils sont super jeunes et qui à côté de leurs études, de leur travail, et pendant une semaine ils vont tout faire pour réaliser leur rêve, devenir champion d'Europe de MMA. Et donc ça c'est l'équipe de France de MMA amateur qui va donc arriver en pro, et je vous jure tout casser franchement. On espère en tout cas. Donc désormais, on va passer au quiz. On va passer, non pas au quiz, pardon, mais au petit débat. C'est une question très simple. En 2024, je pense qu'on a eu droit à plein de combats exceptionnels. Moi, ma question, elle est logique aujourd'hui, elle est toute simple. Quel est votre combattant de l'année ou votre combattante? À vous de me répondre. Moi, je commence par toi, Naël. C'est un judoka, il me semble, c'est ça? Moi, évidemment, en tant que fan de judo, qui d'autre que le GOAT, Teddy Riner, forcément. 2 médailles d'or au JO de Paris, et forcément maintenant comment parler de lui autrement que le GOAT? Il a tout gagné, il est le plus médaillé de l'histoire aux Jeux Olympiques, et il a égalé aussi le record de Tadahiro Nomura qui lui avait 3 médailles d'or en individuel au judo. Pour l'instant c'était la seule tâche dans la carrière de Teddy Riner, et bien maintenant c'est égalé, et donc forcément on parle aussi de sa finale en équipe mixte, exceptionnelle. On l'a vu, il a battu le japonais qu'il avait déjà battu la veille. Et après, forcément, on a tous regardé ces images de la roue qui décide pour le combat décisif. Il y avait 3-3. C'est une série, franchement. C'est incroyable. On tombe sur les plus de 90 kilos. Et là, on le sait tous, c'est Teddy Riner qui va combattre, car c'était les Français qui avaient le choix. Forcément, moi personnellement, même avant le combat, je me suis dit putain, on va la gagner quoi. Et messieurs, vous aussi, Teddy, c'est quelqu'un qui vous berce depuis votre jeunesse, c'est vraiment un combattant qui vous inspire? Tout à fait, ouais. De par déjà même sa taille, il est très imposant, il est aussi très proche du public français. Donc c'est sûr qu'il a un côté vraiment attachant, et puis même de par ses performances, tu as dit 2 fois champion olympique à Paris. Enfin, c'est quand même quelque chose de très grand pour l'histoire, et pour l'histoire surtout. Donc c'est quelqu'un, on se sent proche de lui en fait. Toi pareil Théo, c'est vraiment le judoka ultime, Teddy Riner? C'est ça, moi je pense que quand on me dit judo, la première chose à laquelle je pense c'est Teddy Riner. Le mec, ça fait des années qu'il est là, il enchaîne les victoires et il nous surprend à chaque fois. Là il est plus tout jeune, il vient au JO, il gagne encore 2 médailles d'or, il dit qu'il veut faire les JO 2028, donc on lui souhaite et on espère qu'il continuera comme ça. Alors je dévie un petit peu, mais c'est une question que je me posais. Et justement, est-ce qu'on peut pas parler, si on élargit le débat, du plus grand sportif français de tous les temps? Alors je sais que ça paraît un peu dans la temporalité, il faudrait déjà attendre qu'il finisse sa carrière, mais si on regarde vraiment, si on parle de titre pur, je crois qu'aucun Français n'a fait pareil. Moi personnellement, je suis peut-être pas objectif, mais pour moi il est clairement dans le débat. Bien sûr.
Parce qu'évidemment, ouais, vas-y Paul. Pour moi, le débat, il a raison d'exister en fait. Bien sûr. Parce que voilà, il a gagné énormément de choses. Il représente vraiment très bien la France. Après, il y a aussi Nikola Karabatic, qui pourrait aussi être un petit peu pareil, être dans le débat aussi. Mais je pense que Teddy Riner aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Je pense que c'est vraiment lui le champion ultime français. Théo, tu persistes et tu signes ? Le débat, il se pose. Après, je pense que c'est peut-être un problème de popularité à cause de son sport. Même si lui est très populaire en France et dans le monde. Mais en général, quand on évoque les plus gros sportifs, on pense je sais pas, à des Zidane, des Platini, des footballeurs. Et comme l'a dit Paul, Nikola Karabatic ou Teddy Riner, ils ont largement leur place dans ce débat. Mais évidemment. Ils peuvent être premiers. Surtout que c'est vrai que le judo était un peu moins populaire en France, mais dans le monde, le judo, le pays. Si on va au Japon, à mon avis. Japon, le pays du judo, ils font quand même des entraînements spécialisés pour battre Teddy Riner, quoi. C'est une influence. Ça, c'était dingue, ça. C'est une influence de fou, quoi. Ils sont Matrix et ils sont fous. Mais justement, en vrai, on vous laisse en commentaire vous dire votre avis, parce que c'est une question intéressante. C'est vrai qu'en fait, Zidane, ou les plus grands footballeurs, peut-être que Mbappé dans 10 ans, c'est un suivi quotidien, c'est-à-dire qu'on en parle tous les jours. Et Riner, c'est souvent des phases, c'est-à-dire c'est une grande compétition, c'est au JO, il va vraiment monopoliser l'attention pendant 2 semaines, mais c'est vrai que si on parle de médaille pure, je pense que le débat il a clairement lieu d'être. C'est ça. Donc c'est une bonne question. Ouais, c'est pas faux. Et puis, comme tu dis, le foot c'est quasiment quotidiennement. Teddy Riner, c'est une fois tous les ans, une fois tous les 4 ans. Ouais. Et à chaque fois, on l'attend au rendez-vous. À chaque fois, il est là, il prend sa médaille d'or. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut reconnaître que c'est peut-être le plus grand sportif français de l'histoire. Tout à fait. Bon, allez, ne soyons pas chauvin. On va élargir le débat quand même à l'international. Direction la Géorgie, petit pays. Toi, Paul, on a un combattant qui t'a vraiment fait kiffer cette année. Et ouais, c'est bien sûr Ilia Topuria. Assez impressionnant cette année. On a vu que c'était un magnifique striker, et il a battu les plus grands aussi dans son domaine, donc c'est celui qui m'a le plus impressionné. Volkanovski en février dernier, et puis récemment Max Holloway. Donc je pense que ça va devenir en fait l'étoile montante un petit peu de cette discipline-là. Moi, je pense que ça l'est déjà. Et je pense que ça l'est déjà, et il est soutenu, comme on l'a dit tout à l'heure, par tout son pays en fait, qui est derrière lui, qui le pousse à devenir le meilleur. Et c'est ça aussi la belle histoire, c'est que les champions, ils sont pas forcément américains, français ou quoi, et ça vient aussi des plus petits pays comme la Géorgie. Tout à fait. En plus, on le sait aussi qu'il y a à la fois la communauté espagnole et géorgienne qui soit à fond derrière lui. Il a un style de combat. En fait, de base, ce qui est beau, c'est que c'est un grappleur. C'est-à-dire, de base, il est plutôt technique de sol avancée. Mais en fait, maintenant, il a montré une boxe. Mais je vous jure, une boxe, ça me traumatise tellement elle est belle. Je pense qu'elle est encore plus belle que celle, par exemple, de Conor McGregor, qui était déjà la référence dans le domaine. Et alors, il y a un combat qui n'est absolument pas officiel, mais qui est rêvé, je vous jure, par tous les fans, et qui a déjà été évoqué légèrement par l'UFC, c'est contre Islam Makhachev. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le prodige de Khabib Nurmagomedov. Mais ça, messieurs, c'est un combat qui sera alléchant pour vous. Franchement, je pense qu'on va se brancher, peu importe l'heure. on regardera, c'est ça. Et on se lève. C'est sûr qu'un combattant comme ça, ça se rate pas. Et ce serait un peu notre Khabib Conor à nous, à mon avis. C'est ça, de notre génération, 2 étoiles montantes, on va dire, qui s'affrontent. Ouais. Franchement, je serais branché, je vous mens pas. Ce serait une très belle affiche, et je pense qu'il faut pas dormir, faut pas rater ça, il faut pas le voir en résumé. Le lundi, j'aurai des petits yeux, mais voilà, je pourrais pas louper ça. Et toi, pareil Théo, direction cette fois la boxe anglaise avec un autre combattant international qui t'a vraiment fait rêver cette année aussi, il me semble, c'est ça ? Ouais, pour moi, ce serait Oleksandr Usyk. On l'a vu, il a battu Fury, il a battu Joshua, il a pris la médaille des poids lourds. La médaille d'or, au JO. Oui, au JO, pardon. Et surtout, il a pris toutes les ceintures. Il a battu tout le monde globalement. Je pense qu'il mérite, au moins dans sa catégorie, en tout cas, d'être le combattant de l'année. Surtout par décision, ce qui montre qu'en fait, tu surclasses ton adversaire. Et là, on a vu contre Tyson Fury, c'était impressionnant la capacité qu'il avait à gagner non seulement chaque reprise, mais surtout à surclasser un Fury qui était en plus je trouvais en bonne forme physiquement. En bonne forme, et il a fait des concessions aussi, Fury, pour sa préparation, et ça, je pense que ça notifie aussi, même s'il est assez âgé. Je pense qu'il y a une vraie performance aussi de son adversaire. Et puis il l'a battu 2 fois, donc tu peux pas dire que c'est de la chance. Voilà, exactement. Tu confirmes que tu es meilleur que lui au final. Tu le bats une fois, tu le rebats une deuxième fois. Bon, retourne à la retraite une 4e fois. L'ancien plutôt sur le côté. 4e retraite, Bon, après, soyons honnêtes, on n'a pas encore le bagage technique pour faire véritablement un classement des plus grands poids lourds de l'histoire. Mais moi, je sais très clairement via mes discussions avec des experts que
il s'inscrit véritablement dans le top 10. C'est vraiment incontestablement des plus grands boxeurs poids lourds de l'histoire. Et encore, il est encore sur le devant de la scène. Il a encore des échéances qui arrivent, notamment contre Daniel Dubois, il me semble. Donc vraiment, Usyk, attention parce qu'il peut vraiment devenir une légende incontestée et presque ultime de la boxe anglaise. Donc on a vraiment hâte de voir ce qu'il nous réserve encore, vu qu'il a encore de belles années à venir devant lui. Exactement. Toi, Théo, vraiment, cette année, il t'a fait rêver. Ouais, pour moi, c'est lui qui m'a fait rêver. Bah écoutez, moi, mon combattant de l'année, je vais vous dire, c'est Chama. Si je vous dis un peu Chama, si j'imite comme ça, je marche un petit peu avec mon arc et mes peintures iroquoises, c'est qui à votre avis? Moi, je veux pas dire, je vais les laisser. Moi, j'ai vu passer la vidéo sur les réseaux, mais j'ai plus le nom en tête. C'est Alex Pereira, Chama de Chama. C'est vraiment, alors, si vous ne le connaissez pas, je ne saurais pas comment vous le décrire. En fait, c'est un malade mental qui a 2 mots en anglais, qui dit let's go. Et il dit Chama, ça veut dire en gros, ça veut dire allons-y en brésilien, en portugais pardon, mais dans la cage. C'est un kickboxer qui a battu 2 fois Israel Adesanya, qui a vraiment cette année a surclassé Jiri Prochazka, Khalil Rountree, et surtout qui a montré que c'est une véritable machine dans la cage, qui a pris des combats avec un rythme fou. En 2024, vraiment un champion. En moyenne, ça combat une fois par an. Lui, il a combattu 4 fois dans l'année. Et à chaque fois, surtout, il a montré, avec un orteil en moins quasiment, qu'il était le meilleur en mettant KO quasiment tout le monde. Et toi, Paul, justement, pareil, comment il t'a fait rêver, Alex Pereira? Mais bien sûr, il en impose quand il rentre dans la cage. On a vraiment peur de lui. Ah, je suis fou. Même en conférence de presse, etc. Vraiment, il a un personnage qui est attachant, mais qui à la fois est terrifiant. Et on n'a vraiment pas envie de se frotter à lui. Et justement, on avait déjà eu sur Afterfell l'occasion d'échanger avec son ex-femme qui nous décrivait que, en fait, il a vraiment... Quand il entrait à l'UFC, c'est pas que personne ne croyait en lui, c'était un prospect à suivre, mais personne ne s'attendait à ce qu'il devienne une légende aussi, parce que je vous jure, son run, entre guillemets, son arrivée, elle est spectaculaire et c'est fait en 3 ans à peine où il a mis tout le monde d'accord. Et vraiment, pour moi, c'est non seulement mon combattant de l'année, mais c'est un combattant qui pourrait, je vous jure, devenir l'un des meilleurs de l'histoire de l'UFC, toutes catégories confondues. Donc, je vous jure, messieurs, branchez-vous. On va le Alex suivre Pereira. aussi. On va aussi le suivre. Et dernière petite question. Alors, vous avez aussi noté une combattante féminine que vous avez appréciée cette année. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Bah, moi, je vais faire plaisir à Naël. Pour moi, une combattante féminine, ça pourrait être Clarisse Agbenienou. Bravo. Belle prononciation. J'ai réussi, je me suis entraîné. Pareil, ce qu'elle a fait au JO, exceptionnel. Elle prend la médaille de bronze des moins de 63 kilos. Elle prend aussi la médaille d'or en équipe avec Teddy Riner, par exemple. Et ouais, pour l'ensemble de son œuvre. Et la petite anecdote aussi, je pense que vous avez entendu parler, c'est qu'elle a fait tout ça en ayant accouché de sa fille. Exactement. Et donc elle a géré sa maternité et en même temps une carrière à haut niveau. Ça, c'est Et je pense que c'est important de le notifier, tu as tout à fait raison. Parce que est-ce que tu te rends compte que tu t'entraînes avec tiens, j'ai un bébé qui m'attend à la C'est maison. ça. T'as un stress constant, surtout qu'au début, vous vous rendez compte au début le problème que c'est dans ta carrière, problème entre guillemets, le poids que c'est, voilà, c'est-à-dire que tu ne peux pas penser qu'à ton entraînement et ta progression physique et technique. T'as un petit être qui fait que tu penses qu'à ça quasiment, donc la force mentale qu'il faut et de caractère pour arriver à être au top malgré entre guillemets d'avoir accouché, c'est incroyable quoi. Et c'est à souligner. C'est fou. Et toi, pareil, Naël, est-ce que tu avais une combattante qui t'a marqué cette année? Moi, honnêtement, celle qui m'a marqué, voilà, c'est Clarisse aussi, forcément, pour cette force mentale, l'accouchement, etc. Ouais. Mais après, bon, dans le judo, en ce moment, il y en a plein. Roman Dico aussi, voilà. Énorme. Shirin Boukli. Ok. Donc voilà, le judo féminin en France se développe énormément et c'est un plaisir à voir. Bon, Clarisse, ça fait maintenant un petit moment qu'elle est sur la scène internationale. Mais c'est vrai que voilà, des Shirin Boukli, des Roman Dico, ça fait plaisir à voir. Magnifique en tout cas. Et nous, avec Paul, on avait une chouchoute un peu. Elle s'appelle Manon Fiorot. Exactement. C'est notre niçoise d'exception. Alors moi, en plus, j'ai une histoire un peu particulière parce que j'ai vu, je pense, une dizaine de ses entraînements. J'ai fait ma première interview avec elle qui était d'ailleurs loupée pour un problème de son, mais c'est pas ça le sujet. C'est qu'en fait, c'est une dame que, c'est pas que je l'ai vue grandir, mais elle était déjà au top. Ouais. Mais elle a confirmé avec une victoire, je vous jure, de rang contre Ring Blankfield. Pour s'inscrire comme la numéro 2 de sa catégorie avec des vrais champions, avec Valentina Shevchenko qui est désormais, j'espère, la prochaine adversaire de Manon, qui a donc confirmé cette année qu'elle est la challengeuse au titre. Mais en plus là, moi je vous parle, je vous mens pas que je suis un peu stressé parce qu'il y a une combattante chinoise exceptionnelle qui s'appelle Zhang Weili qui a gagné donc ce samedi
contre Suarez et qui donc veut monter de catégorie pour aller affronter Valentina, ce qui voudrait dire que Manon ne combat pas pour le titre. Donc là j'ai la boule au ventre, je suis stressé, j'en peux plus. Mais moi Manon, c'est quelqu'un qui, déjà comme je suis de Nice, c'est un peu c'est la référence en termes de sport de combat de la ville. Même je trouve qu'elle donne aussi beaucoup de lumière à la pratique du MMA, mais du côté féminin aussi. Bien sûr. On parle beaucoup des hommes, mais il y a aussi les femmes, et elle donne vraiment beaucoup de lumière à cette discipline là aussi. Elle a même été élue sportive à Duren tout court de l'année par Nice Matin l'année dernière, et donc je vous jure que là-dessus c'est un plaisir et j'espère de tout cœur qu'elle pourra combattre pour le titre. Donc voilà, c'était ma petite chouchoute à moi. Voilà. Messieurs, sur ce, merci beaucoup pour votre temps. C'est la fin de cette 3e édition de Cage Control. Merci de nous avoir suivis aussi. En commentaire, n'hésitez pas à nous dire votre combattant ou combattante de l'année. Et on se retrouve le mois prochain pour une prochaine édition de Cage Control. Merci à vous.